Et cette semaine a été marquée par la fin d'un suspense insoutenable, des mois de j'y vais pas. Finalement, Marine Le Pen a donc décidé d'être candidate au régional dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Une façon de ne pas laisser sa nièce seule affronter les électeurs, avec surtout le capital politique qui va avec, capital sympathie bien évidemment, mais aussi, et peut-être surtout, de préparer une autre échéance, 2017 et les présidentielles. Oui, je serai tête de liste pour cette grande et belle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Vous savez, moi, je raconte pas d'histoire aux habitants. Ils savent très bien que je suis une présidente de parti politique, que je serai d'ici quelques mois une candidate à la présidentielle. Ils l'admettent et je crois qu'ils aiment la franchise. Alors pendant longtemps, les politiques se sont amusés à faire peur avec le Front National, puis se sont fait peur eux-mêmes. Et maintenant, vous allez les entendre, ils sont un certain nombre à avoir peur tout court. Il ne faudrait pas que les habitants de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie soient le laboratoire de Madame Le Pen. Vous avez vu cette déclaration d'une région qu'elle n'utilise pas comme ma région ou notre région. Cette région utilise-t-elle comme argument? Donc si c'est uniquement pour faire un tour de piste pré-présidentiel, ça n'a pas de sens. Au contraire, pire. Il s'agit d'un marchepied pour l'élection présidentielle. C'est Xavier Bertrand qui gagnera en Nord-Pas-de-Calais et je peux vous dire que je vais me mobiliser dans les semaines, dans les mois qui viennent pour que ce soit Xavier Bertrand qui gagne cette élection et qui emporte la région. Présidentielle. Oui, c'est vrai que l'enjeu pour... On oublie quasi les régionales alors qu'elle vient de se déclarer candidate. Non, mais l'enjeu pour Marine Le Pen dans ces élections régionales est un enjeu présidentiel. C'est le fief de Martine Aubry, c'est un fief socialiste par excellence. Si elle parvient à s'imposer et à gagner cette région, plus rien ne l'empêchera de foncer vers la présidentielle renforcée et solide. Par contre, si elle trébuche, si elle échoue, tout le monde pourra dire vous étiez incapable de gagner une région sur votre personne, comment vous pouvez gagner la confiance du peuple français pour la présidentielle. Donc c'est un enjeu. Elle prend un risque quand même. Elle prend un risque majeur et peut-être le premier d'ailleurs parce qu'elle n'a jamais été confrontée. Et là, les deux partis, d'ailleurs on a vu les Républicains et les socialistes vont se mobiliser tous les deux pour absolument la faire trébucher parce qu'ils savent que si elle parvient à s'imposer dans cette région comme le numéro 1, c'est le boulevard est grand ouvert devant elle pour toutes les autres échéances. Alors, je suis presque d'accord avec ce que dit Moustapha, mais je pense que moi, je suis pas convaincu que Marine Le Pen avait envie d'y aller. Je pense qu'elle a beaucoup hésité avant de s'y lancer. Mais elle n'avait pas trop le choix, parce que si elle y allait pas, on lui dit, écoutez, pourquoi vous y allez pas, vous avez peur de ne pas gagner, donc elle ne peut pas ne pas y aller. Elle peut dire, je veux préparer le présidentiel, donc j'ai pas le temps de le faire. Mais elle était poussée à le faire. Donc maintenant, elle y va. Elle a de fortes chances de gagner, c'est vrai. Et il y a quand même, pour les autres politiques, raison d'avoir peur. Mais si elle gagne pas, elle a une excuse, mais tout préparé, qui lui était donné même par son père chéri. C'est-à-dire que je suis victime d'un complot, j'étais victime d'une bande de personnes qui se sont mis ensemble pour m'empêcher. Regardez, c'est toujours comme ça chez nous, on vous empêche de connaître la vérité. Donc voilà, elle va sortir gagnante de toute manière, d'une manière ou d'une autre, si elle y va, même si elle gagne ou même si elle perd. Anna ou Juan? C'est évident que c'était tout le dilemme qui se posait à elle. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans sa posture physique. Nous apprenons à lire un peu ça en journalisme. Quand elle se candidate, évidemment, c'est le siège où mais elle est en arrière. Elle est très en arrière. C'est pas une position d'une combattante en avant. Et ça, c'est très curieux peut-être sur sa démarche psychologique par rapport à cette élection. C'est un quitte au double. Elle pouvait pas. C'est son premier ne pas sauter le. D'ailleurs. Je crois non, elle a brigué d'autres. Non, mais il y a eu d'autres mairies, effectivement, mais là, il y a un enjeu, Moustapha l'a dit, personnel et national. C'est le facteur son père, Jean-Marie Le Pen, qui n'est pas mort, qui n'est pas à la retraite, et qui continue à être une force de nuisance pour elle. Alors, plus le temps passe, on ne sait pas ce qu'il va faire pendant la campagne électorale, donc il peut être un facteur négatif pour son ascension. Eh bien, justement, le tribunal de Nanterre, parce que le bonheur, souvent, ça vient et ça part. Et là, en fin de semaine, c'est un peu parti. Le ciel s'est assombri pour Marine Le Pen. Le tribunal de Nanterre a décidé d'annuler la suspension de Jean-Marie Le Pen de son poste de président d'honneur. Écoutez-le, il est réjoui.
Marine Le Pen a beau dire que c'est une victoire à la Pyrrhus, elle ne sait pas très bien ce que c'est d'ailleurs, mais est une véritable victoire et pour elle, une véritable défaite. Elle s'est tiré une balle dans le pied, là, si je puis te dire. Voilà, en cela les mots sont dits, bien évidemment, quelques heures à C'est peine. aussi une tragédie grecque. Marine Le Pen nous met... Décidément, c'est le thème de cette émission. Oui, c'est l'actualité. Marine Le Pen nous montre comment tuer les pères. C'est-à-dire, c'est un problème bien étudié par les tragédiens grecs, et elle le met en pratique devant nos télés. Alors, vous allez écouter justement parce que quelques minutes après cette victoire sur le plan judiciaire, bien évidemment, le Front National avait décidé de faire appel et, en fin de semaine, c'est Marine Le Pen himself qui est montée au créneau. C'est pas plus tendre, c'est pas plus sympathique dans la famille Le Pen. C'est une péripétie juridique, voilà, c'est une péripétie, ça n'a aucune importance. La réalité, c'est que les magistrats de Nanterre et les médias d'ailleurs qui vont continuer à tendre leur micro accordent à Jean-Marie Le Pen 8 jours de plus pour faire quelques provocations supplémentaires, quelques déclarations tonitruantes, saupoudrées de sûrement quelques insultes dont il a le secret. Si Jean-Marie Le Pen se résume à la fin de sa carrière uniquement à son petit pouvoir de nuisance, vous admettrez avec moi que c'est assez pathétique. Oh là. Elle veut tuer le père, et le père, comme un sens de tigre ou de chat, veut tuer aussi la fille. Et on se demande si cette bagarre-là n'aura pas un impact. Moi, j'entends beaucoup d'observateurs, de politologues qui disent mais non, Marine Le Pen s'en fout, le père est en train de brailler dans le désert, ça n'aura pas d'impact. Moi, je suis convaincu que dans l'opinion française, cette dramaturgie grecque que vivent les Le Pen aura forcément un impact chez les gens qui votent parce que ça ne peut pas ne pas avoir un impact. Mais quand les militants vont voter la semaine prochaine, justement, suppression ou pas de ce poste de président d'honneur, s'ils entérinent. Je pense que Jean-Marie Le Pen ne va jamais partir tranquillement en silence. Il va se battre jusqu'à la mort ça va avoir, avec sa fille. Est-ce que ça va avoir un impact d'ailleurs sur la campagne de Marine Le Pen? C'est Marine Le Pen, juste pour finir, excusez-moi, c'est Marine Le Pen qui a l'avantage dans cette histoire parce que c'est elle qui tient le parti, c'est pas son père. Et puis elle a la jeunesse pour elle. Et dans ce pays où il y a un vrai divorce générationnel dont on ne parle pas, mais c'est un phénomène sociétal, elle a la jeunesse pour elle. Et le vote Front National, c'est un vote aujourd'hui plus jeune que âgé. Et ça comptera aussi. Il y a Anne Moretzky, notre bien-aimé Charles Pasqua, qui a très bien décrit par avance la situation du Front National. Charles Pasqua disait, à l'Assemblée nationale, on tue au couteau. Au Sénat, on préfère les cyanures. De toute évidence, Marine Le Pen préfère tuer son père avec les cyanures de mots. Moi, je reste convaincu que Jean-Marie Le Pen, tant qu'il garde sa capacité de parler, tant qu'il garde des fidèles à l'intérieur de ce mouvement d'extrême droite, aura une capacité de nuisance qui va affaiblir Marine Le Pen, qui va l'influencer et qui va lui porter des coups beaucoup plus durs qu'elle ne le pense. Je pense que ça ne va pas affecter la popularité du Front National et je pense que ça n'affectera pas non plus le nombre de personnes qui voteraient pour cette partie, même s'il y a une bagarre entre père et fille. On va changer de sujet et on va parler de sondage. Alors, non pas de François Hollande, lui qui reste dans le rouge mais stable, ni Manuel Valls qui continue de chuter. Pas plus que Nicolas Sarkozy, pas en grande forme face à Alain Juppé qui caracole toujours en tête. On va parler de Dominique Strauss-Kahn, libéré de l'affaire du Carlton, l'ex-patron du FMI qui, au passage d'ailleurs, donne des conseils sur la crise grecque, semble en voie de réhabilitation dans le cœur des Français, surtout à gauche, pas forcément chez ses amis. Je vous vois réjoui. Nous sommes contents. Il y a un parallèle avec l'Espagne. Il y a eu les élections municipales en Espagne. Il y a Madame Ada Colau, maire de Barcelone, qui, comme chef de communication de Barcelone, a choisi une étoile artistique d'un mouvement artistique qui s'appelle post-porno. Alors, si les post-porno marchent en Barcelone, je ne crois pas pourquoi les post-porno ne peuvent pas marcher à Paris. Et les sondages disent que les Français sont prêts à admettre un candidat. On verra bien à l'usage, mais on est en train de changer de mentalité et l'effet de la corruption, les pornos, finalement les gens s'en foutent. Apparemment, DSK, c'est un bon économiste, il a publié des textes très pointus sur la crise grecque, porno ou pas, pourquoi pas. Et au-delà des textes, quelques solutions qui n'ont pour le moment pas été acceptées, mais on n'en est qu'au début de la crise. Moi, je crois que le retour de DSK dans les sondages, on l'a à deux éléments principaux. Moi, je crois que d'abord, l'opinion française est une opinion par définition amnésique. Elle oublie vite
le scandale d'hier ou du mois dernier n'est plus présent dans l'instantané. Et deuxième élément important, c'est que DSK a bénéficié d'un team d'avocats extrêmement efficace. Il a réussi à transformer, en l'espace de quelques procès, de quelques opérations médiatiques, à transformer un homme coupable de ne pas avoir pu contenir ses pulsions sexuelles dans une chambre d'hôtel avec une femme de ménage, en une victime harcelée par les médias et les juges et le pouvoir politique. Ils ont réussi à transformer cette image. Avec une belle victoire au tribunal de Lille dans l'affaire de Carl Avec une belle victoire. Et en plus, DSK a su jouer ce côté victime, ce côté on me harcèle parce que je représente un danger. Et cette idée est encore dans l'opinion française. Troisième élément, et c'est le dernier, je crois aussi que les gens réagissent aussi par provocation. Quand on leur demande des questions au sondage, DSK et pourquoi pas DSK, tellement ils détestent la gouvernance de Hollande et de Sarkozy que pour eux, DSK peut être un recours. C'est aussi un choix à contre-courant pour justement signifier le refus de cette classe qui dirige. Cher Philippe, est-ce que vous imaginez le même sondage chez vous en Grande-Bretagne ? Non. Justement, cette semaine, j'ai posé la question à mes collègues. J'ai des collègues britanniques et des collègues américains. J'ai dit, mais vous imaginez chez nous quelqu'un comme DSK qui revient, me voilà, coucou, je reviens, je refais de la politique, est-ce que ça marchera? Et ils ont mis jamais de la paix, et encore moins en Irlande. Donc, je pense que chez nous, s'il y avait un homme politique qui a eu les ennuis judiciaires pour lequel on avait sur lequel on avait décrit sa vie sexuelle, mais dans toute la presse, dans les détails les plus crus, qui voulait revenir faire de la politique, mais ce serait absolument impossible. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que même DSK lui-même n'a pas envie de revenir pour le moment. En tout cas, il n'a pas donné signe que oui, je reviens pour prochaine présidentielle. Pour le moment, disait Philippe, on ne sait jamais en politique, on n'est jamais totalement mort. Bien Ça sûr. aussi, c'est un grand homme qui le disait. Il est l'heure de passer au coup de cœur et coup de gueule de l'équipe de Vue d'ailleurs, et on va commencer en rouge avec Mustapha Tossar. Oui, coup de gueule et indignation personnelle aux images d'un homosexuel marocain qui a été littéralement lapidé dans la ville de Fès. Alors, le constat, c'est que voilà, quand la population prend la place des autorités, ça donne ces images-là. Ça donne une mauvaise image du Maroc. Ça ne reflète pas du tout la dynamique sociale et politique qui est en train de vivre le Maroc. Et ce genre d'incident, il faut absolument y mettre fin parce que ce n'est pas du tout ça que le Maroc qu'on aimerait voir. C'est un Maroc tolérant, c'est un Maroc où il y a l'état de droit, où seules les autorités publiques doivent prendre des décisions et pas la population. Et on se souvient, il y a encore quelques jours de ça, de cette une homophobe d'un grand quotidien marocain. Il y avait des excuses, mais le mal était fait. On part au bleu avec Juan, tiens. Tiens, pour ma part, un beau coup de chapeau, de sympathie, admiration, solidarité et tout des Guignols. Je crois qu'ils sont bons, ils sont intelligents, ils sont toniques, ils apportent quelque chose de bien à la vie publique française. Je crois que la mort de Guignol serait une tragédie grecque d'une certaine façon. Alors, vive les Guignols, avanti, on dit en italien. À Canal ou sur France Télévisions. Anna, on reste dans le bleu. Oui, un coup de cœur pour une décision annoncée par Maître Gims, le rappeur, qui dit que il a eu beaucoup de succès. C'est un homme d'affaires avisé aussi derrière sa voix puissante. Et il a décidé de créer une fondation pour venir en secours aux populations africaines qui sont discriminées dans leur accès à l'eau. Donc, on espère qu'effectivement, déjà il a annoncé qu'il va vendre aussi une bouteille d'eau prénommée, avec un titre, un nom, une marque sortie d'une de ses chansons. Espérons qu'il n'en restera pas à l'affaire business à faire et qu'effectivement il aura un vrai élan du cœur, et tout le bleu, qu'il aura un vrai élan du cœur vis-à-vis des gens qui en Afrique souffrent vraiment du manque d'eau. Merci. Cher Philippe. Bleu. Je rends hommage à Patrick Macnee qui a joué le rôle de John Steed dans Chapeau melon et bottes de cuir. Justement parce que c'est une série qui m'a beaucoup marqué personnellement quand j'étais gamin, et je reste toujours étonné aujourd'hui, même quand je voyage, comment cette série a dépassé les frontières. Partout dans le monde, on parle de ça, les gens connaissent. Ici en France, c'est très connu, ça a été diffusé sur TF1 pendant des années d'ailleurs.
Merci à Steed pour tout ce qu'il a apporté. Et comme il disait à l'époque, Madame Peel, on a besoin de nous. John Steed, dans ce monde de fous, on a vraiment besoin de vous. C'était un peu tôt pour partir. Et que dire, à titre personnel, de l'émotion de ces grandes bottes en cuir des Maple dans cette série. Merci à tous les 4. Et oui, je suis désolé. À très vite, excellent week-end. On se retrouve bientôt sur la chaîne Info.